Mardi 4 novembre 2014, bonjour à tous et bienvenue dans votre morning sur i24 News. Au sommaire de cette émission, c'est aujourd'hui que les Américains renouvellent la Chambre des représentants et un tiers de leur Sénat. Les pronostics donnent aux Républicains une longueur d'avance dans ces élections de mi-mandat. On y revient dans un instant. Et puis que reste-t-il de l'héritage de l'ex-premier ministre Yitzhak Rabin, assassiné par un extrémiste juif le 4 novembre 1995, il y a 19 ans exactement. 19 ans plus tard, la société israélienne semble plus divisée que jamais. Analyse dans cette émission. Et c'est à une Israélienne que revient le prix prestigieux Femina étranger 2014. Zerouya Shalev a été victime d'un attentat suicide il y a 10 ans. Extrait de l'interview qu'elle a accordée à i24 News en fin d'émission. Voilà, bonjour à tous et ravi de vous retrouver. On accueille ce matin Ali Waked. Bonjour Ali, vous êtes consultant i24 News et spécialiste du monde arabe, et Maurice Fergan, rédacteur en chef pour i24 News. Bonjour Maurice, on commence avec vous. Vous avez fait pour nous le tour de la presse du Proche-Orient et on commence avec Israël et cette affaire qui défraie la chronique depuis hier soir. Il s'agit de violences sur un stade de football hier soir à Tel Aviv. Et oui, Eleonore, il s'agissait a priori d'une fête pour le football israélien, le derby de Tel Aviv qui opposait Maccabi Tel Aviv à Hapoel Tel Aviv, et la fête a mal tourné, ça s'est fini en balagan comme on dit ici en Israël. Alors le quotidien, vous le voyez, Israël Hayom titre la honte, il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation. Il faut dire qu'Hapoel menait en début de match, mais à la 16e minute, c'est Maccabi contre toute attente qui a marqué le premier but. 17 minutes plus tard, un penalty est sifflé contre Hapoel. Maccabi, la vedette, la star de Maccabi, Eran Zehavi, tire et met le ballon dans les filets. Ancienne vedette d'Hapoel Tel Aviv d'ailleurs. Ancienne d'ailleurs, oui, c'est peut-être pour ça. Ce qui suscitait cette tension d'ailleurs entre les deux. Alors, un supporter très mécontent, justement, peut-être de cette trahison, qui est descendu sur la pelouse et carrément a frappé Zehavi à coups de savate. Alors le match a repris un instant, mais finalement la partie a été suspendue après quelques minutes en raison d'une véritable bataille rangée dans les gradins et sur la pelouse. Alors le commentateur du Yod dit tout simplement « sous-culture violente et criminelle ». L'éditorialiste de Hayom dit « c'est la honte ». Qu'est-ce qu'on peut penser de ça, Ali ? C'est comme la première fois qu'un acte autant de violence est exprimé sur un stade de foot, un supporter qui s'en prend à un joueur. Qu'est-ce que ça montre sur le monde du sport en Israël? Vous savez, Léonore, moi j'étais hier au stade et j'avais mon enfant avec moi, mon fils. Et c'était dur de lui expliquer qu'est-ce qui se passe. On était allé voir un match de football, on était allé voir l'esprit de sport, et du coup on commence à justifier ce qui s'est passé. C'était la honte, mais vous savez, Eleonore, l'ambiance, l'atmosphère, quand les virages des deux équipes chantent, ce sont des chants de guerre, des chansons de guerre. Allez, Hapoel Milchama, Maccabi Milchama, c'est Hapoel la guerre, Maccabi la guerre. Et ce qui a suscité la rage, la colère des fans de Hapoel Tel Aviv, c'était le fameux signe que fait la vedette de Maccabi Tel Aviv quand il a marqué son but, c'était signe de revolver. Donc toute l'ambiance est violente. Comme l'a dit John Kerry, pouf, c'était ça ce qu'a fait. C'est ça qui a allumé un peu l'étincelle entre les deux équipes, quoi. Oui, et la grande question, vous savez, il y a depuis hier soir des discussions, comment est-ce que devait réagir un footballeur professionnel face à un acte de violence qu'il a subi. Est-ce qu'il devait lâcher le mec, le violent, lui taper là-dessus, ou est-ce qu'il devait réagir? Et là, je dois avouer, moi j'ai pas de réponse. Si j'étais à sa place, j'aurais réagi, mais on attend de quelqu'un qui doit être un modèle pour les petits enfants comme mon petit-fils de réagir d'une façon différente. En tout cas, la décision de l'arbitre a été approuvée partout. C'était bien entendu d'interrompre le match. Allez, on continue avec cette autre une du quotidien Haaretz. Et c'est bien sûr sur l'approbation du projet de construction. Exactement, mais comme tout de même, pour vous montrer l'ampleur du désarroi après ce match, même Haaretz, qui est un journal indépendant dit sérieux, met sa photo à la une
de ce coup de pied qu'a reçu Zehavi et titre l'agression au stade. Et l'édito est encore plus dur, c'est-à-dire qu'il mêle politique et sport. C'est pas du jeu, titre l'éditorialiste d'Haaretz. La différence entre le jeu et la réalité s'est estompée en quelques instants sur le stade. Alors, même différence donc sur le plan diplomatique. La différence entre la réalité et le jeu s'estompe rapidement. En dépit de la violente controverse avec les États-Unis sur la construction à Jérusalem-Est, le gouvernement israélien autorise la construction de 500 nouveaux logements à Ramat Shlomo. Le quotidien affirme que le projet a été accéléré la semaine dernière sur ordre explicite de Benjamin Netanyahou en réaction aux violences palestiniennes dans la ville. Alors, on va faire un détour par la presse libanaise. Oui, mais quand même, un petit arrêt sur le Jerusalem Post qui, lui, souligne que les USA ont condamné pour la 3e fois en un mois les constructions israéliennes à Jérusalem-Est. La dernière a eu lieu hier soir, lors, justement, de la rencontre entre Kerry et Saïb Erekat, qui était à Washington, justement, pour discuter de ces constructions et d'une éventuelle relance du processus de paix. Alors donc, on en vient à L'Orient le Jour, notre quotidien libanais en français, qui titre sur un fabuleux contrat de vente d'armes signé entre la France et l'Arabie Saoudite, des armes à destination du Liban. Alors le contrat est de 3 milliards de dollars, il doit être signé aujourd'hui à Riyad. Il y a eu des petites difficultés, le quotidien titre « Il n'est jamais trop tard » parce que ce contrat avait été décidé il y a 10 mois, mais il a eu du retard en raison finalement peut-être d'une opposition américaine. Les États-Unis estimaient recevoir le pactole, finalement c'est la France qui a reçu le contrat. La France va donc livrer des canons, des armes et moderniser les hélicoptères de l'armée libanaise. C'est l'Arabie Saoudite qui va payer ces 3 milliards de dollars. Alors, on dit que les armes vont être livrées pour faire face aux menaces que connaît le Liban sur ses frontières et notamment l'avancée des djihadistes. On n'a rien d'étonnant dans ce contrat. Non, rien d'étonnant, mais aussi ça montre la complexité de la région. Vous savez, le financement est saoudien. L'armée libanaise collabore maintenant avec le Hezbollah, le grand ennemi des Saoudiens au Liban. Collabore l'armée libanaise avec le Hezbollah contre l'État islamique, contre le front d'Al-Nusra et les autres djihadistes. Reste à voir comment est-ce que Hezbollah va réagir face à ce financement de l'Arabie saoudite. Le Hezbollah qui essaye de réduire toute intervention de l'Arabie saoudite dans la politique libanaise. On sait que l'Arabie saoudite sont les patrons politiques d'Al-Mustakbal, le grand parti de Saad al-Hariri, le fils de Rafik al-Hariri, l'ancien premier ministre qui a été assassiné. Et bien justement, on va faire un détour par la Syrie avec ce nouveau site, Maurice, dont vous allez nous parler, et qui vise cette fois un public israélien aussi. Exactement, l'agence de presse syrienne a décidé finalement de s'adresser au public israélien en mettant en ligne un site en hébreu. C'est la première fois, c'est assez surprenant. Alors, lors de la présentation de ce site, les Syriens ont expliqué finalement qu'ils voulaient servir la vérité. Alors on se pose la question de quelle vérité il s'agit. Par exemple, 2 exemples sur le Golan. Israël insiste sur le fait que finalement on soigne en Israël les blessés et les rebelles syriens. Du côté syrien, on présente ça comme une collaboration israélienne avec les terroristes. 2e exemple, c'est le titre de l'édition d'aujourd'hui de Sana, donc le site de l'agence de presse syrienne en hébreu. Le ministère syrien des Affaires étrangères et des immigrants, la question palestinienne est la question centrale de la nation arabe. Alors le quotidien met l'accent sur l'offensive israélienne à Jérusalem pour judaïser la ville, exclure les musulmans du mont du Temple et finalement empêcher la création d'un État palestinien. Vous voyez, on se demande s'il n'y a pas d'autres soucis en Syrie que la question de Jérusalem. Mais c'est quand même un moyen de s'adresser directement à l'opinion publique israélienne sans passer justement par les gouvernements ou par des institutions. Donc oui, par les médias israéliens. Et par les médias israéliens. Sans passer par les médias israéliens, mais la question qu'on se pose, c'est effectivement quel angle de vue ? Comment on présente les choses, et les choses sont présentées là du point de vue syrien. Alors ce qui est intéressant, comme le disait Ali, c'est qu'on se rend compte que la question de Jérusalem est au centre des soucis même du régime syrien. On va justement reparler de Jérusalem et de ce projet de construction qui a été approuvé hier par Israël malgré les critiques. Mais avant, on accueille Colette Avital. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne députée travailliste, ancienne consul israélienne à New York. On va évoquer avec vous ce plan de construction qui avait été
qui avait été évoqué par Benyamin Netanyahou, qui avait suscité énormément de critiques des États-Unis et de l'Union européenne. On connaît leur position, mais Benyamin Netanyahou continue à parler hier d'un large consensus dans l'opinion publique israélienne sur justement ces constructions à Jérusalem. Vous êtes d'accord, Colette Avital, il existe un consensus en Israël? Non, je ne crois pas qu'il y a un grand consensus sur la construction, ni à Jérusalem, ni ailleurs. Et je crois que le public israélien se rend compte lentement que c'est un moyen, au fait, de faire non seulement avancer les constructions à Jérusalem, mais de s'assurer le soutien des colons, etc. Mais que, d'autre part, cela risque de nous coûter un prix très élevé au niveau de la communauté internationale et de l'isolement d'Israël. Vous voyez qu'un pays après l'autre se prononce sur la question palestinienne, condamne les constructions à Jérusalem et qu'après la Suède, je ne sais pas quel sera un autre pays européen à reconnaître l'État palestinien de facto et de jure. Donc, je crois qu'en ce moment, ni le public israélien n'est trop enthousiaste pour cela. Alors on a entendu hier de nouvelles condamnations de la part des États-Unis, notamment qui déclaraient que ces constructions étaient illégitime, encore une fois. Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouvel embrasement avec les États-Unis alors qu'hier John Kerry rencontrait justement Saïb Erekat, le chef des négociateurs palestiniens? Je ne sais pas s'il y aura un nouvel embrasement. On est déjà en tension avec les États-Unis sur cette question. Crise diplomatique. Tout à fait. La grande question au lendemain de ces élections aux États-Unis, du renouvellement du Congrès, comment est-ce qu'on va voir les relations entre Obama d'un côté et Netanyahu de l'autre côté, entre l'administration et le gouvernement israélien. On sait que les Américains sont très fort mécontents du fait que les Israéliens continuent à construire dans les colonies, ou au moins à déclarer qu'ils vont construire, parce que ça met des bâtons dans la campagne américaine d'arrêter l'autorité palestinienne de suivre sa marche d'internationaliser le conflit, d'appeler d'autres pays à reconnaître l'État palestinien, et ça gêne les Américains quand ils doivent poser leur veto dans le Conseil de sécurité face à l'initiative palestinienne. Pour le moment, les décisions israéliennes donnent de la munition aux Palestiniens et aux supporters des Palestiniens dans la communauté internationale, et aussi dans le Conseil de sécurité. Et pour la première fois, on entend dans les médias israéliens des analystes parler du fait qu'il peut se faire que les Américains ne poseront pas leur veto dans le Conseil de sécurité. Et cela dépend aussi des résultats aux élections qui auront lieu aujourd'hui aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, on va tout de suite parler de ces élections, puisque, vous le savez, les États-Unis s'apprêtent à vivre une semaine très politique, avec aujourd'hui ces fameux midterms, ces élections de mi-mandat qui pourraient changer la couleur de la majorité au Congrès. De démocrates, elles pourraient passer dans le camp républicain, et ce qui compliquerait la donne pour Barack Obama. On voit ça tout de suite dans ce sujet, on en reparle juste après. Le constat est sans appel. Le président américain reste impopulaire avec 41% d'opinion favorable selon le baromètre Gallup. Un sondage qui tombe mal à 2 jours des élections sénatoriales. Barack Obama a levé 25 millions de dollars pour les candidats démocrates au Sénat, mais s'est contenté de déplacements sûrs dans les États qui lui sont majoritairement favorables. Lors d'un meeting à Détroit samedi soir, le président américain a lancé un appel aux abstentionnistes. Malgré tout le cynisme ambiant, l'Amérique fait des progrès. Malgré l'opposition inflexible de nos adversaires, des ouvriers retrouvent aujourd'hui des emplois, des usines automobiles fonctionnent à nouveau, des familles qui n'avaient pas d'assurance santé ont pu en obtenir, des étudiants qui n'avaient pas les moyens de se payer leurs études y parviennent, et des soldats qui étaient en Afghanistan ont pu rentrer chez eux. Mais la frustration des Américains touche l'ensemble de la classe politique, pas seulement les démocrates. Plus de 75% des Américains désapprouvent le travail du Congrès, un record. Cette défiance n'a pas conduit à une massive vague républicaine, ce qui explique que les sondages restent serrés et rend la soirée électorale de mardi imprévisible. Toute la Chambre des représentants et le tiers environ du Sénat seront renouvelés, mais la nouvelle majorité dépendra de seulement 10 sénatoriales à suspense. Pour la première fois depuis 2006, les Républicains sont en position de dominer les 2 chambres du Congrès, la Chambre étant assurée de rester à majorité républicaine. Pour certains spécialistes, ces élections de mi-mandat pourraient s'apparenter à un vote sanction contre le président Obama.
Je pense qu'en général, c'est l'économie qui est toujours la chose la plus importante dans l'esprit des électeurs. Voilà la question primordiale, mais je pense aussi que la plupart des débats ont porté en grande partie sur le président Obama et si son administration a été ou non efficace. Et c'est pourquoi les républicains essayent essentiellement de transformer ces élections en un référendum contre Obama. Un congrès républicain aggraverait-il la paralysie politique à Washington ou ouvrirait-il la porte à une nouvelle ère de coopération? Les priorités démocrates, augmentation du salaire minimum fédéral, loi sur l'égalité salariale et environnement, seront reportées. De leur côté, les républicains tenteront d'abroger la réforme du système de santé symbolique du premier mandat de Barack Obama et de revenir sur des réglementations environnementales pour doper la production pétrolière. Finalement, ce vote, c'est un peu un vote pour ou contre Barack Obama. D'une certaine manière, oui, mais finalement, ce n'est pas final. C'est-à-dire, nous savons que les votes à mi-terme, à moyen terme, se sont passés d'une manière semblable auparavant. C'est-à-dire, bon, maintenant, les démocrates n'ont plus la Chambre des députés. Ce qu'ils risquent de perdre, c'est la majorité au Sénat. Les républicains ont 45 sièges. S'ils gagnent encore 6 sièges jusqu'à 51, ils vont avoir le Sénat entre leurs mains. On prévoit, moi j'ai lu certains sondages, et on prévoit qu'ils arriveront même à 53 et 56 sièges. Justement, quelles conséquences ça peut avoir, cette victoire des Républicains sur on ne sait pas exactement Obama, quelles peuvent être les conséquences. Parce que Obama, il peut y avoir plusieurs scénarios. D'abord, les Républicains, s'ils ont une majorité dans les deux chambres, ils voudront faire passer certaines lois. Ils ne voudront pas seulement servir d'opposition. Ils peuvent donc collaborer sur certains plans, sur certains projets avec Obama. D'autre part, l'équipe Obama est en train de préparer tout un dossier de sujets sur lesquels il peut continuer à travailler seul, sans le soutien du Sénat ou du Congrès. De toute façon, Barack Obama a toujours un droit de veto. Il a toujours un décret présidentiel. Il a la possibilité d'avancer ce qu'il veut en politique extérieure. Je crois qu'une de ses priorités sera d'amener l'immigration illégale, c'est-à-dire presque 1 million de gens qui sont rentrés de manière illégale aux États-Unis, à les légaliser. Probablement, il va s'occuper aussi de l'écologie, mais je crois que finalement, comme ça a été dit ici, le grand dossier est toujours l'économie. On se remet lentement de la crise de 2008-2009. Alors comment vous expliquez que justement avec ces chiffres très positifs qui ont été révélés ces derniers jours et un taux de chômage très bas, Barack Obama a toujours une cote de popularité extrêmement basse dans les sondages? Parce que le relèvement, le progrès, il n'y a presque pas de croissance, les salaires sont très bas. Il y a une croissance que les Européens pourraient envier aux États-Unis tout de même. Oui, mais ils ont les salaires depuis 2009. Certains salaires ont été élevés seulement de 0,5%, alors que le coût de vie a monté beaucoup. Le fossé entre riches et pauvres est en train de s'élargir et il y a quand même toujours du chômage. Et puis, il y a la perception, je crois, pour la majorité des Américains, que les États-Unis ne jouent plus leur rôle en tant que grande puissance, qu'il y a des erreurs et des aternements et des hésitations sur presque tous les dossiers. Syrie, sur la position des États-Unis et de Barack Obama sur les dossiers extérieurs, ça vous étonne, Ali, cette baisse de popularité de Barack Obama aux États-Unis? Non, parce que cette hésitation, on l'a vu non pas seulement en matière de politique extérieure, on l'a vu aussi en matière de dossiers internes, et même le grand drapeau de Barack Obama, c'était le dossier médical et Obamacare, avec les petites histoires, anecdotes du site internet qui marchait pas, les règles qui étaient justes ou qui n'étaient pas justes. Donc on voit une équipe présidentielle qui n'est pas tellement professionnelle. D'ailleurs, c'était peut-être un peu l'ambiance dans la première partie du terme de John Kennedy, mais Obama ne vient pas de cette dynastie
Kennedy, d'où peut-être cette différence, parce que c'est bizarre, c'est vrai que toutes les données, malgré ce que a dit Madame Avital, qui est beaucoup plus un expert, beaucoup plus compétent dans la matière américaine, les données économiques sont très claires. Le taux de chômage qui baisse, la croissance américaine qui augmente surtout en comparaison avec l'économie américaine. Mais ça veut bien dire que finalement l'économie n'a pas un tel poids dans le choix des Américains, en tout cas dans ces élections. Je crois que si. Si, vous pensez que si quand même? Je crois que si, mais je crois aussi que ce que Romney a réussi à faire et les républicains ont réussi à faire, c'est de dire, voilà, cette fois-ci vous allez voter sur le succès ou plutôt les échecs du président. Donc, c'est vraiment un genre de référendum. Et les républicains ont également fait leur campagne cette fois sur des thèmes qui appartiennent plus ou moins à la gauche en général. Oui, ils ont choisi des thèmes quand même qui appartenaient aux démocrates jusqu'ici. Et c'est quand même un succès des républicains d'avoir réussi à tourner un peu à gauche. Oui, mais vous savez, comme dans toutes les élections, et il faut le dire, ça se passe en Israël ici, aussi, quel sera le degré de mobilisation des gens? Est-ce qu'il y aura une bonne organisation des équipes qui vont faire venir les gens aux urnes pour voter ou pas? Il y a une certaine indifférence des gens, surtout des démocrates, à mi-terme. Mais nous avons vu que ça s'est passé en 2010 de la même manière, mais qu'en 2012, la majorité des gens qui votent démocrates, ce sont ceux qui s'appellent en Amérique les minorités, c'est-à-dire les Noirs, les Latins, les Hispaniques, c'est-à-dire, et les femmes, qui ne sont pas une minorité. Mais ça, c'est la coalition de base qui soutient les démocrates et qui soutient Obama. Et on dit d'ailleurs que justement, de 71%, c'est passé à 50% le soutien des hispaniques à Barack Obama. Oui, mais ça risque de changer. Et ça risque de changer surtout à la veille des élections en 2016, c'est-à-dire des élections présidentielles. Je crois que mais ça ne donne pas le ton, justement, un petit peu, ces élections de mi-mandat pour les élections présidentielles. On dit toujours que les élections de mi-mandat reflètent les résultats. Ça s'est passé avec Roosevelt, ça s'est passé avec Clinton, ça s'est passé avec Reagan, qu'à mi-terme, les gens ont voté contre pour signaler leur mécontentement et que par la suite, ils ont voté d'une autre manière lorsqu'il s'agissait de choisir le président et les 4 ans quel parti mènera la politique américaine. Alors un mot quand même de politique étrangère. Qu'est-ce que ces élections vont changer sur le plan de la politique étrangère, notamment sur le plan des relations entre Israël et les États-Unis, d'abord ce qui nous intéresse? Écoutez, même s'il y aura des gains des républicains, et c'est sans doute la préférence du Premier ministre, je crois qu'il ne le cache même pas, la politique étrangère sera menée par le président. Toujours par le président. Je crois que le fait qu'on a l'impression qu'aujourd'hui aussi, Netanyahou se range du côté des républicains, que son partenaire préféré ou la personne qui finance presque tout, Sheldon Adelson, non seulement donne des sommes extraordinaires au Parti républicain, mais est en train d'organiser aujourd'hui un congrès des Israéliens pour la première fois, des Israéliens pour voter pour... Ce qui est très mal vu par la C'est mal vu par l'ensemble de la classe politique. Justement, sur la politique étrangère de Barack Obama, beaucoup de critiques circulent dans la société israélienne en disant que Barack Obama a un peu sacrifié sa relation avec Israël au profit de l'Iran, au profit d'un accord sur le programme nucléaire iranien contre Israël. Et je crains que cette idée sera renforcée si jamais le scénario de la prolongation des négociations avec les Américains le 24 novembre ne vont pas, à mon avis, témoigner d'une fin de ces négociations. Donc, il y aura une prolongation. Et donc, cette idée des Israéliens sera renforcée. Mais vous savez, le drame, la tragédie même de Barack Obama, c'est que tout le monde pense qu'il a sacrifié. Le monde arabe est sûr que Obama a sacrifié son discours de Caire en début de son premier mandat pour conserver les relations traditionnelles et stratégiques avec Israël. Les Israéliens regardent ça d'une façon contraire. Mais à mon avis, la conséquence immédiate de ces élections, que les Américains vont envoyer un message au monde. L'administration est faible à domicile et donc les djihadistes d'un côté, les Russes de l'autre côté, notre Premier ministre et tous qui ne sont pas amis avec la politique de Barack Obama
se verront leur champ de manœuvre un peu plus élargi, que les risques qu'ils peuvent prendre face aux États-Unis et à l'administration américaine peuvent être un peu plus élargis et mesurés. Mais à mon avis, en matière de politique extérieure, on va voir un processus qui est un peu controversiel. D'un côté, le président sera un peu plus libre, il ne se présentera pas aux prochaines élections. Oui, mais justement, il veut peut-être laisser sa marque à 2 ans de la fin de son mandat, marquer l'histoire et finir en beauté avec, par exemple, un accord sur le nucléaire iranien ou même une réussite dans sa lutte contre l'État islamique. Tout à fait. Ce qu'il n'a pas réussi au Moyen-Orient. Tout à fait. Et là, il est intéressant à voir qu'à mon avis, les républicains vont accorder leur soutien à Barack Obama si jamais il adopte une politique beaucoup plus militante face à l'État islamique et face à l'Iran. Face à l'Iran aussi? Et bien sûr, face à l'Iran, bien sûr, la question est-ce que Barack Obama sera prêt à vous savez, le fameux compromis, le bâton face aux Iraniens et la carotte face aux Palestiniens et aux Israéliens dans le dossier israélo-palestinien. Ça va être à nouveau... C'est vrai qu'il a abandonné sur le dossier israélo-palestinien. Il sait qu'il ne va pas vraiment arriver à grand-chose avant la fin de son mandat. Non, parce que ce qu'a dit Kerry reflète vraiment la pensée des Américains, que le conflit israélo-palestinien, il est la source de tout ce qu'on voit dans ce monde. C'est vrai qu'en Israël, on n'a pas trop apprécié ces propos de John Kerry, mais ça, c'est l'idée de l'équipe de Barack Obama pour essayer de calmer la situation au Moyen-Orient. C'est vrai qu'il y a des dangers beaucoup plus immédiats présentés par l'État islamique et compagnie, mais pour les Américains, pour l'administration américaine, ou au moins pour cette équipe présidentielle, le conflit israélo-palestinien reste du même poids exactement comme l'État islamique, comme le nucléaire iranien. Oui, je dirais seulement une chose, vous avez parfaitement raison, mais ils peuvent offrir autant de carottes aux Israéliens. Les Israéliens ne mangent pas de carottes. C'est ça le problème à tous les niveaux. Et donc, je ne crois pas qu'il y aura un progrès. Je crois que nous revenons au début de cette émission, je crois que ce que Netanyahou essaie de faire, c'est de maintenir et de renforcer sa coalition, de rester au pouvoir. Sa survie politique avant tout. C'est pourquoi il encourage maintenant la construction de tous les côtés, si c'est à Jérusalem ou ailleurs. Et je ne crois pas qu'il y aura vraiment du progrès ou que les Américains réussiront à faire bouger les choses ici. Mais si jamais la campagne anti-État islamique évolue dans un sens qui n'est pas souhaitable, non, au contraire, qui n'est pas souhaitable aux Américains, les Américains devront trancher. S'ils veulent conserver une coalition arabe, mobiliser l'opinion publique arabe, ils devront payer dans la monnaie israélienne, donc essayer de faire pression sur le gouvernement. Qu'ils le savent? Écoutez, si tout le monde ici est d'accord, il y a une unanimité que le prochain été ou l'automne, on verra des élections en Israël. Les Américains vont essayer de jouer exactement comme Benjamin Netanyahou se mêle dans la politique interne américaine. On voit l'ambassade ici américaine à Tel Aviv essayer de parler à l'opinion publique israélienne au-dessus et non pas par le biais des gouvernements et s'adresser directement à l'opinion publique israélienne. Merci beaucoup Ali Waked, merci Colette Avital, merci Maurice Fergand d'avoir été avec nous. Ne zappez pas, dans un instant, retour sur la personnalité d'Yitzhak Rabin, 19 ans après son assassinat, qui était l'initiateur des accords d'Oslo. On y revient dans un instant après le journal. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de Daniel Sheikh, ancien diplomate israélien, bonjour. Bonjour. Et de Dror Even-Sapir, analyste politique pour i24 News. C'était donc il y a 19 ans, jour pour jour, l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin était assassiné par un extrémiste juif, Yigal Amir. Et le 3 novembre 1995, l'ancien Premier ministre israélien a donné sa dernière interview à Enrique Zimmerman, un jour seulement avant sa mort. On en écoute tout de suite un extrait. Mr. Rabin, why is there a need for a support demonstration in the government for your peace policy? Why not? People want. Why not? Do you think the majority of the population supports the peace policy?
It's very difficult to say. I believe I cannot prove it. I believe it very much will be dependent. How much will succeed in the implementation? As I said, I believe that the main obstacle is terror. It's not ideological fight, or not mainly inner ideological fight. It's the basic problem of the Israeli individual and public. To see that terror is not increased, that terror is eliminated. Mr. Rabin, your government has separation with Palestinians as a target policy. Is it possible to achieve it, taking into account, for instance, Jerusalem? Well, I believe that our goal, or my goal, in the solution of the Palestinian problem and Israel is to bring about a Jewish state that covers most of the land of Israel. In its heart, the United Jerusalem is our capital under our sovereignty, to have the defense line of Israel or defense border along the Jordan Valley, but next to us, to have a Palestinian entity, less than a state, that we will not run and they will run their life by themselves. Well, thank you very much. Daniel Sheikh, vous étiez, il me semble, à l'époque porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous évoquent ces images? Vous vous en souvenez de ce soir-là? Bon, c'est d'abord le citoyen israélien qui est touché par ces images parce que c'est un moment fatidique pour le pays, pour la société israélienne. Mais sur le plan personnel, oui, je n'étais pas sur place, j'étais à Jérusalem, j'avais des amis à dîner le soir et je reçois un coup de fil d'une amie qui dit « Est-ce que tu as vu de la télé ?» J'ai dit « Non, on dîne ». Et elle me dit le Premier ministre a été, on a tiré sur le Premier ministre, il a été touché. J'ai donc filé au ministère des Affaires étrangères, c'était déjà le soir, assez tard. Et en fait, je me suis retrouvé enfermé là-bas dans la salle de crise du ministère pendant 3 ou 4 jours, je pense. Je ne suis pas rentré chez moi. C'était complètement fou parce que il fallait organiser, le ministère des Affaires étrangères avait comme tâche d'organiser toute cette caravane de chefs d'État et de gouvernement qui sont venus du monde entier. C'est vraiment un projet à la fois tragique mais incroyablement touchant de voir toutes ces expressions d'amitié, de solidarité à la fois pour le pays. Très populaire à l'étranger. Ah oui, c'était des moments où Israël jouissait d'un grand soutien. Et le gouvernement, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, le leadership palestinien, tous avaient un aura justifié ou non justifié, c'est une autre question, mais un aura de faiseur de paix et que les choses allaient avancer. Est-ce vrai ou non? Personne ne le sait, mais c'était en tout cas la réaction. En plus, c'était un événement tellement choquant que ça a fait le tour du monde. 19 ans après justement la mort d'Yitzhak Rabin à Dror Even-Sapir, qu'est-ce que les Israéliens retiennent de Rabin, de l'héritage de Rabin? Ça dépend des Israéliens, de quelle catégorie d'Israéliens. Et vous savez, j'ai entendu récemment un pourcentage assez surprenant. 40% des Israéliens actuels n'étaient pas nés lorsque Yitzhak Rabin a été assassiné. Ce qui donne, la société israélienne est une société très jeune, on le sait, mais on a l'impression que c'était hier ou avant-hier l'assassinat de Rabin. Mais pour beaucoup de jeunes Israéliens, eh bien, Rabin appartient désormais à l'histoire avec un grand H. Alors après, en fonction des considérations idéologiques, en fonction des milieux, en fonction parfois aussi du degré de religiosité, eh bien, on apprécie différemment Yitzhak Rabin. Il reste quand même un exemple d'intégrité, un exemple, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur ce qui était son idéologie. Et d'ailleurs, on va peut-être attarder tout à l'heure sur ce qu'on vient de voir, parce que dans cette dernière interview accordée à un média, Yitzhak Rabin a dit des choses tout à fait cruciales sur ce qui était son credo idéologique, qui n'est peut-être pas celui de ceux qui se considèrent aujourd'hui comme étant ses héritiers politiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, si Rabin n'avait pas été tué dans les conditions qu'on connaît, beaucoup pensent que le processus israélo-palestinien
israélo-palestinien, processus de paix israélo-palestinien aurait été différent. C'est aussi votre avis ? Probablement, mais est-ce qu'il aurait abouti ? C'est ça la question qu'on peut se poser. On n'aura jamais la réponse, bien évidemment. On peut pas refaire l'histoire, surtout lorsqu'elle est aussi tragique. Mais lorsque Yitzhak Rabin, là, dit qu'il n'est pas pour un État palestinien, pour une entité palestinienne plutôt qu'un État. Aujourd'hui, on a un Premier ministre de droite, Benjamin Netanyahou, qui a endossé officiellement, en tout cas, l'idée d'un État palestinien. Lorsque Rabin dit que Jérusalem doit rester la capitale d'Israël, Jérusalem unifiée, donc a priori pas de réel compromis sur Jérusalem, la vallée du Jourdain qui doit rester la frontière défensive d'Israël, il y a une phrase, je crois qu'on la doit au député arabe israélien Ahmad Tibi, le maximum de ce que les Israéliens peuvent donner dans le cadre du processus de paix ne correspond pas forcément au minimum de ce que les Palestiniens peuvent accepter. C'est peut-être vrai aujourd'hui, c'est sans doute vrai aujourd'hui, mais on a l'impression, en écoutant Rabin il y a 19 ans, que c'était vrai également à l'époque. Par conséquent, est-ce que le processus de paix aurait abouti alors qu'on avait Yasser Arafat, qui était quand même une personnalité beaucoup plus dure idéologiquement que l'actuel président de l'autorité palestinienne? La réponse est, j'aurais tendance à donner une réponse négative, et il ne faut pas oublier aussi que le processus d'Oslo auquel Rabin a été associé était un processus dont la philosophie était celle de la gradualité, c'est-à-dire qu'on réglait les problèmes un par un. On commençait par Jéricho, par la bande de Gaza. Et petit à petit, on était censé avancer si les choses se passaient bien. Cette philosophie-là, elle est aujourd'hui rejetée par la plupart des acteurs politiques israéliens, y compris à gauche. Alors, est-ce que Rabin, en tant qu'homme d'État, aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens critiquent le manque de leadership en Israël. Est-ce que Rabin fait partie de ces derniers politiciens, ces derniers hommes d'État que nous n'avons plus aujourd'hui en Israël et qui manquent à la société israélienne ? Il y a un aspect concernant Rabin qui est intéressant. D'une part, c'était le premier sabar à accéder aux plus hautes fonctions. C'est le premier homme d'État né en Israël à devenir Premier ministre. Il avait été déjà Premier ministre au milieu des années 70. Après Golda Meir, avant Menachem Begin, et ces qualités qui étaient celles de Rabin, de modestie, d'une certaine simplicité, une certaine rudesse aussi, qui étaient les qualités qu'on associait souvent à la génération qu'on appelait la génération du Palmar, ces unités d'élite de la Haganah, l'image d'un nouveau juif, tout cela. Certains Israéliens en ont une certaine nostalgie, mais je finis là-dessus. La société israélienne aujourd'hui a pris des directions qui sont très très éloignées de ce type de modèle socio-culturel que représentait Rabin. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup des grandes qualités d'Yitzhak Rabin. Est-ce qu'on a canonisé Daniel Sheikh ? Est-ce qu'on en a fait une espèce d'idole pour les Israéliens et pour le camp de la paix ? D'abord, les leaders défunts et surtout assassinés prennent un aura un peu démesuré. C'est normal, c'est vrai pendant toute l'histoire. Mais on ne peut pas minimiser les qualités extraordinaires de cet homme. Maintenant, pour votre question, ce n'est certainement pas le leader typique. Ce n'était pas un tribun, ce n'était pas un homme qui a des qualités de charisme comme les spécialistes de la communication vont les définir, mais c'est quelqu'un qui, par la force de son parcours, de ce qu'il avait fait dans sa vie, du changement idéologique qu'il avait opéré à longueur d'années de leadership, son parcours militaire, il y a beaucoup d'héroïsme militaire derrière, transformé en homme de paix, c'est ça le poids de sa personnalité, c'est ça sa capacité de leader. Mais vous l'auriez mis aujourd'hui dans une campagne politique moderne avec l'hypercommunication, les réseaux sociaux, etc. Je ne suis pas du tout certain qu'il aurait réussi. On va justement se rendre sur cette place qui a pris son nom depuis la place Rabin. On va retrouver notre correspondant Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Alors depuis 19 ans, les Israéliens viennent chaque année rendre hommage à celui qui a incarné en tout cas l'espoir d'un changement. Aujourd'hui encore, est-ce qu'on attend autant de monde sur cette place Rabin ? Écoutez, bonjour Éléonore, depuis ce matin, effectivement, des badauds qui viennent se recueillir devant ce monument, cette place. Rabin, autrefois appelée place des rois, tout en symbole pour celui qui a incarné effectivement le renouveau du chemin vers la paix, celui qui a été Premier ministre dans les années 70, 74, 77 une première fois, puis une deuxième dans les années 90, l'instigateur des accords d'Oslo, celui qui a amené finalement Israël sur le chemin de la paix. Oslo, puis
le prix Nobel de la paix, celui qui l'a reçu en 1994. Effectivement, il est toujours bien adulé par une frange de la société israélienne, celle qui croit en tout cas en une idéologie de la paix par les négociations. Et depuis ce matin, effectivement, des badauds qui viennent se recueillir. Même 19 ans après, nous nous trouvons effectivement juste devant les escaliers qu'il a pris Yitzhak Rabin le soir de cette manifestation. Puis lorsqu'il a été tué, par des balles mortelles juste derrière moi, à quelques mètres. Une place qui est devenue un symbole pour les Israéliens. Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces précisions. Alors on l'a vu, Yitzhak Rabin, un symbole pour les Israéliens, on en a parlé plus d'une fois. Finalement, aujourd'hui, l'héritage d'Yitzhak Rabin, c'est avant tout les accords d'Oslo, Daniel Sheikh. Oui, ce n'est pas peut-être techniquement les accords d'Oslo, parce qu'ils sont plus associés à juste titre avec Shimon Peres, qui était le négociateur. Et en fait, Rabin était un peu dans les coulisses jusqu'au moment où les accords étaient conclus. Il a été mis sur le fait accompli. Sa grandeur, c'est d'avoir accepté quelque chose qu'il n'avait pas initié lui-même et qui était assez loin de ses convictions de départ. Mais je crois que c'était... l'héritage, c'est le courage d'un homme de changer. De regarder la nouvelle donne, regarder autour de lui, regarder les opportunités et pas seulement les dangers. En homme militaire, c'est une grandeur, un peu comme Ariel Sharon l'aura fait plusieurs années plus tard. Alors justement, hier, dans le quotidien qu'on connaît à Haaretz, au quotidien israélien, un journaliste, Ner Scherter, a dit Yitzhak Rabin, c'est le dernier des noms poules mouillées, en référence à cette affaire des poules mouillées où des officiels américains ont accusé Binyamin Netanyahou d'être une poule mouillée. Est-ce que c'est une définition qui vous paraît réaliste, juste ? C'est une définition journalistique qui fait un beau titre. Je ne suis pas certain que dans une analyse, ça tiendrait. D'ailleurs, Yitzhak Rabin n'a pas toujours eu des très bonnes relations avec le leadership américain, mais ce n'est vraiment pas ça. Malheureusement, l'héritage, vous parlez d'héritage, le symbole autour de Yitzhak Rabin, c'est la tragédie qui l'entoure, c'est le traumatisme national, égal peut-être seulement dans l'histoire de notre pays à la guerre de Kippour, qui est aussi un moment fatidique pour le pays. Je crois que le fait qu'un citoyen israélien prenne une arme et tire sur un Premier ministre élu par la majorité des Israéliens non pas parce qu'il n'aime pas sa gueule, mais parce qu'il veut arrêter un processus politique qui devrait être le choix des Israéliens de le continuer ou non. C'est ça, je pense, ce qui reste et ce qui doit rester comme un traumatisme dans la mémoire des Israéliens. Mais on oublie peut-être justement qu'à cette époque, avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il y avait une atmosphère extrêmement électrique en Israël, au même titre qu'aujourd'hui. Et malheureusement, qui rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un discours extrêmement violent qui est devenu d'usage dans notre discours politique. En plus, il y a tous les moyens de communication modernes, Internet, Facebook, etc. Vous voyez ces jours-ci des images du président Reuven Rivlin avec un kéfier, avec des paroles très fortes simplement parce qu'il a une certaine empathie pour la minorité arabe en Israël. Ce sont des choses terrifiantes. Ce n'est plus un débat politique, c'est une guerre ouverte qu'un Israélien démocrate comme vous et moi ne peuvent pas accepter, ne doivent pas accepter. On n'a pas le droit de baisser les bras devant ce genre de violence politique. Qui aujourd'hui peut prendre cette place, vous pensez, dans la société israélienne, dans la politique israélienne ? Je ne sais pas. Je n'ai pas... Shimon Peres, par exemple, qui se veut un peu l'héritier naturel de Rabin. Shimon Peres pour lequel j'ai la plus profonde sympathie et le plus profond respect, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Il a quand même 91 ans. On ne peut pas... c'est un sage, c'est un homme extraordinaire, c'est un leader encore, mais ce n'est pas une personnalité d'avenir. Il faudra donc attendre la prochaine génération. Merci beaucoup, Daniel Sheikh. Merci, Dror Ravensapir, d'avoir été avec nous. Restez avec nous. On revient dans une dizaine de minutes. C'est la suite du Morning après le journal.
De retour sur le plateau du Morning, il est 9h12. Merci de votre fidélité. C'est le scénario redouté par les services de sécurité des pays occidentaux. La France aurait déjoué plusieurs attentats ces derniers mois en arrêtant des djihadistes de retour de Syrie ou d'Irak où ils avaient été combattre avec les islamistes. L'un de ces attentats devait viser le célèbre carnaval de Nice. Maxime Pérez. Au moins 3 projets d'attentats ont été déjoués en France ces derniers mois. C'est ce qui ressort d'une note de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, révélée ce lundi. Des attentats en lien avec les filières djihadistes en Syrie, puisque 3 des suspects arrêtés y auraient combattu dans le passé. Ils ont été appréhendés par la police en plein préparatif d'attaque sur le territoire français. Les terroristes visaient la région d'Île-de-France, l'île au nord et la ville de Nice sur la Côte d'Azur. Il y a tout juste un an, Lyes Darani était ainsi arrêté à Lille, muni d'un mode d'emploi expliquant comment confectionner une bombe, ainsi qu'une lettre en forme de caution religieuse pour commettre une action suicide. Plus récemment, en juillet dernier, la DGSI interpellait Mohamed Ouarahani à Créteil. Il venait de rentrer de Syrie via le Liban, où il avait préparé une action contre des intérêts chiites. Il se renseignait sur des cibles en France, lui aussi planifiait une action kamikaze. Enfin, le projet le plus avancé est sans doute celui d'Ibrahim Boudina, arrêté en février sur la Côte d'Azur. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi 3 canettes remplies de TATP, un explosif artisanal capable de produire l'effet de plusieurs dizaines de grenades. Tout juste débarqué de Syrie, le jeune homme avait en ligne de mire le carnaval de Nice, qui devait démarrer 2 jours plus tard. Il envisageait une action aussi spectaculaire que celle menée par Tamerlan Tarsanayev au marathon de Boston en avril 2013. Dernier nom sur la liste de la DGSI, Mehdi Nemmouche, l'homme de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Lors de son arrestation à Marseille au mois de mai, il était armé et caché dans ses bagages un masque à gaz, des éléments qui laissaient présager le pire selon les policiers. Depuis le déclenchement des frappes contre des cibles djihadistes en Irak, la France a renforcé son dispositif de surveillance à ses frontières et sur son sol. Du risque d'attentat à celui de kidnapping de ressortissants français à l'étranger, la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée. Voilà, on va tout de suite en parler par téléphone avec Christian Mallard, consultant i24 News en question de politique internationale. Bonjour Christian Mallard, merci d'être avec nous ce matin. Alors 3 projets d'attentats déjoués en France ces derniers mois. La France est sous le choc, mais on a l'impression que les services de renseignement français étaient préparés à ce genre de scénario, Christian. Oui, tout à fait. C'est depuis longtemps la préoccupation majeure, non seulement des services de renseignement français, mais du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur, qui mettent bien en garde la population concernant les risques d'attentats qu'il y a dans le pays. D'autant plus, vous le savez, nous sommes engagés dans la coalition internationale contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Nous sommes engagés contre les islamistes, les salafistes dans le Sahel, au Mali, au Niger. Donc les Français sont une cible de choix, tout comme les Britanniques d'ailleurs, qui ne le nient pas de leur côté. Donc je ne suis pas surpris qu'un certain nombre d'attentats aient pu être déjoués ces derniers temps. On parlait de Créteil, et je rappelle qu'à Créteil, il y a une grande partie de la population, il y a une grande communauté israélite qui vit à Créteil et qui se sent menacée. À Nice, ça je le comprends aussi, parce que c'est devenu, Nice, Cannes sont des parties de la France dans le sud qui sont devenus un peu des terreaux islamistes. Ça m'a été confirmé par plusieurs personnes qui ont fait des enquêtes dans cette région. Mais vous savez, je crois qu'il ne se passe pas un seul jour, ou je dirais une seule semaine, sans exagérer, où la DGSI, certaines personnes vous disent, vous savez, tous les jours, on découvre des caches d'armement très sophistiquées, des armes lourdes dans les banlieues nord de Paris, comme à Montreuil par exemple, ou à Marseille, à Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, ce sont les villes qui sont citées couramment. Donc la France, quelque part, en effet, est sous la menace. Et même, il n'y a pas très longtemps, le juge Marceau, le juge Bruguière qui était avec nous, nous disait ça peut éclater à tout moment. Est-ce que les forces de l'ordre, est-ce que nos systèmes de sécurité seront à même de pouvoir réagir de façon adéquate? Ce n'est pas évident. Alors justement, on a l'impression que la menace est quand même contenue pour le moment, en tout cas du point de vue des services de renseignement et de sécurité. Mais ce que la France n'arrive toujours pas à faire, c'est arrêter les terroristes qui reviennent de Syrie et d'Irak, les arrêter avant qu'ils ne retournent sur le sol français. Ben ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est vrai qu'on dit officiellement que le chiffre de djihadistes
qui ont fait des allées-venues par la Turquie en allant en Syrie sont au nombre de 930. Mais d'après ce que vous disent certains spécialistes, ils sont peut-être 2 à 3 fois plus nombreux. Donc c'est là le problème. On n'arrive pas à les canaliser, à les arrêter avant leur départ ou à leur retour. Et donc, vous avez raison, la menace est d'autant plus grande que ces personnes circulent, je n'allais pas dire librement, ils sont sous surveillance, mais parfois il peut y avoir des erreurs commises par les services de renseignement qui n'ont pas eu les informations à temps. Un mot peut-être, Christian Mallard, sur l'Occident qui est donc en guerre contre Daesh, contre l'État islamique. On a l'impression que la coalition internationale se bat un petit peu les mains dans le dos et du coup, on a peine à croire à une victoire, en tout cas une victoire rapide. Oui, vous avez raison, vous posez la bonne question. Moi, je ne crois pas personnellement à une victoire rapide. D'ailleurs, même Obama, qui risque d'être pieds et poings liés, vous le disiez tout à l'heure, et vous avez raison, après les élections mi-mandat qui auront lieu aujourd'hui, même Obama a toujours dit que la lutte, la guerre contre Daesh irait peut-être même au-delà de son mandat en janvier, qui se termine le 20 janvier 2017, et je ne suis pas surpris. Encore une fois, le problème qui se pose, c'est qu'il faut envoyer des troupes au sol. Et comme personne ne veut envoyer des troupes au sol, ce ne sont pas uniquement les frappes ciblées, les frappes aériennes qui vont résoudre le problème. Je crois qu'il faut être réaliste. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Myriam Danan, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du Morning sur i24 News. Alors, Christian Mallard nous le disait tout à l'heure, la menace semble quand même contenue, en tout cas en France. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est l'implication de la France dans ce conflit contre l'État islamique qui crée toutes ces tensions? Absolument, sans aucun doute. Et de la même façon, l'implication de la France envers Daesh, dans cette coalition contre Daesh, c'est également déclaré pour lutter à l'inverse contre cette menace terroriste qui allait grandissante contre l'Occident. Donc en fait, c'est un petit peu dans les deux sens. Mais ce qu'il faut retenir dans le cas de la France, c'est un petit peu, si on peut dire, l'embarras du gouvernement. Hier, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, était interrogé. Il n'ose ni confirmer, ni infirmer ces informations, ces notes, ces notices des services de renseignement français. L'inquiétude est là, mais la France n'a pas encore vraiment trouvé comment gérer ce problème, ce retour des djihadistes dont vous parliez à l'instant. Et pourtant, au sein de la population française, l'inquiétude va grandissante. D'abord parce que cette fois-ci, les menaces terroristes sont directement sur le sol français, mais également parce qu'au niveau de Daesh, eh bien, il y a des massacres qui se multiplient ces derniers jours, ces dernières semaines, qui sont grandement médiatisés par cette organisation terroriste. On parle notamment du massacre de 200 membres d'une tribu sunnite dans l'ouest de l'Irak. Seulement ces 10 derniers jours, il s'agit d'une tribu entière qui a été éliminée, Al-Bouminr, avec des vidéos absolument choquantes qui ont été diffusées par Daesh pour choquer l'univers médiatique, pour choquer les populations occidentales. Et là aussi, ça a marché. Communication que l'État islamique maîtrise très bien. Absolument. On va parler d'un autre dossier dans lequel la France est aussi impliquée. Il s'agit de la crise au Burkina Faso, en Afrique, qui laisse peut-être entrevoir une issue favorable. Les militaires qui ont pris le pouvoir vendredi dernier semblent enclins à une transition vers le retour des civils à la tête du pouvoir. On regarde ce sujet, on en parle juste après. Situation toujours tendue ce lundi au Burkina Faso. Dimanche, la journée a été marquée par la mort d'un jeune homme qui manifestait devant la télévision nationale, tué par une balle perdue selon l'armée. Parmi les manifestants, essentiellement des jeunes, la déception et le mécontentement se faisaient sentir avant que les soldats ne dispersent l'attroupement. Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils. Il n'y a pas de militaires. Les Occidentaux veulent placer les militaires pour pouvoir nous gouverner. Le peuple burkinabé a l'œil ouvert maintenant. En fin de journée, l'armée a renouvelé son engagement à une transition concertée avec toutes les composantes de la société burkinabé après une rencontre avec les chefs de l'opposition. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zida, poursuivait également des consultations avec les ambassadeurs de France et des États-Unis, représentant 2 alliés de poids du Burkina. Nous demandons à ce que l'on nous laisse travailler pour remettre notre pays sur les rails dans l'intérêt de tous. Le pouvoir ne nous intéresse pas. Un organe de transition sera mis en place avec toutes les composantes qui seront arrêtées par large consensus et pour une durée qui sera également précisée. Car la communauté internationale a largement condamné la prise de pouvoir par les militaires. La médiation internationale tripartite au Burkina, conduite par l'ONU, l'Union africaine et l'Organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest, a évoqué la menace de sanctions. Si l'ancien président Blaise Compaoré a été chassé par la rue après 27 ans au pouvoir et s'est réfugié en Côte d'Ivoire, certains exigent qu'il comparaisse désormais devant la justice internationale. Le Burkina Faso, petit pays sahélien enclavé de 17 millions d'habitants, est plongé dans l'incertitude sur son avenir politique.
Alors vous venez de l'entendre, Isaac Zida qui dit le pouvoir ne nous intéresse pas et qui promet une transition, mais est-ce qu'on est sûr aujourd'hui de cette transition au pouvoir civil? Alors on n'en est certainement pas sûr parce qu'effectivement Blaise Compaoré a démissionné de gré ou de force, en tout cas après ces 3 jours de manifestation qui avaient fait 4 morts en fin de semaine dernière, mais la vacance du pouvoir n'a pas duré très longtemps. Aujourd'hui, ce colonel Isaac Zida qui a pris sa place, eh bien c'était le 2e garde de sa garde présidentielle rapprochée. Il s'est précipité dans cette vacance. Alors oui, il a fait de vagues déclarations concernant une transition du pouvoir au civil, de la communauté internationale, entre autres effectivement, mais absolument aucun calendrier n'a été annoncé, ce qui laisse énormément douter de la concrétisation de ces promesses dans les semaines, les mois, voire les années à venir. C'est un schéma qui est aujourd'hui bien trop connu en Afrique. Donc on peut s'imaginer que les militaires reprennent le pouvoir, en tout cas gardent le pouvoir ces prochains mois? Effectivement. Et puis alors à court terme, on ne peut pas nier que c'est une certaine façon de sécuriser la situation au Burkina Faso. Il y a eu de nombreux pillages, de nombreux vols, de nombreuses perturbations au cours de ces derniers jours après la démission de Blaise Compaoré, notamment des pillages autour des maisons qui étaient proches du président, de l'entourage du président Compaoré. Et donc on a besoin de l'armée aujourd'hui pour consolider la situation, éviter les violences coûte que coûte. C'est le mot d'ordre de la France également. En ce qui concerne la transition démocratique, rien n'est garanti. Alors un mot peut-être sur l'opposition burkinabé qui a été divisée, même muselée sous Compaoré. Est-ce qu'aujourd'hui elle peut devenir un réel contre-pouvoir? Est-ce qu'elle peut même prendre le pouvoir à un moment, cette opposition? Alors oui, c'est évident. Un petit peu encore une fois comme dans de nombreux autres pays africains, eh bien c'est une succession de tentatives de coups d'État plus ou moins réussis. Compaoré, encore une fois, ce qu'on doit lui allouer aujourd'hui, c'est bien sûr son exceptionnelle longévité politique, 27 ans au pouvoir. Il n'y en a pas beaucoup des présidents dictateurs africains qui peuvent s'enorgueillir d'une telle durée de vie politique. Alors aujourd'hui, il y a mis un terme et relativement rapidement, il a compris que c'était terminé. En tout cas, il a choisi de quitter le pouvoir, même si il n'a pas vraiment choisi le pouvoir, il y a été franchement contraint. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, s'il a été écarté du pouvoir, c'est par un mouvement de rue qui a d'ailleurs suscité beaucoup d'espoir en Afrique. Certains lui ont déjà alloué le nom de printemps africain, bien qu'il ne faille pas aller trop vite en besogne. Compaoré, en tout cas, il est tombé après qu'il ait tenté de modifier la Constitution une fois de plus pour s'allouer encore une petite dizaine d'années supplémentaires de longévité politique. Et là, c'était trop. Alors, cette opposition politique au Burkina Faso, elle existe. Il y a eu de nombreuses tentatives d'opposition politique démocratique qui ont été clairement repoussées par Compaoré, mais également de tentatives de coup d'État. Et aujourd'hui, son successeur politique affiché, ce n'est certainement pas Isaac Zida qui occupe le siège pour le moment, mais plutôt Kwame Lougué, qui est un commandant à la retraite et qui avait justement été écarté par Compaoré pour des soupçons de coup d'État à son encontre. Alors le rôle de la France aussi est intéressant puisque la France a reconnu avoir aidé Blaise Compaoré à prendre la fuite, à fuir le pays. Quel va être le rôle de la France? Quel peut être le rôle de la France dans cette transition au Burkina Faso? Alors le rôle de la France, il est certain aujourd'hui dans son implication pendant tout le règne de Compaoré. Il est également certain dans sa chute et puis également dans la transition politique et démocratique qu'on attend aujourd'hui au Burkina Faso. C'est de façon générale le rôle de la France en Afrique. Et pourtant, la France et Paris marchent sur des œufs en ce qui concerne cette crise. Le mot d'ordre, c'est éviter les violences. Et François Hollande, depuis le Canada, l'a pourtant reconnu. La France a aidé Compaoré à quitter le Burkina Faso en direction de la Côte d'Ivoire, où il est aujourd'hui réfugié, même si François Hollande prend bien soin de déclarer aujourd'hui que s'il a aidé à ce transfert, il n'y a pas pris activement part. François Hollande, qui bien sûr doit penser à ses futures relations avec le Burkina Faso. Et puis c'est peut-être un peu dangereux pour la France aujourd'hui d'être mêlée à un conflit de plus, après déjà le Mali, la Syrie, de se remêler dans ce conflit au Burkina Faso, c'est peut-être pas la priorité. Effectivement, de la mais la France, on n'y français. échappera pas. Il est certain de son implication dans tous ces conflits français, mais ce qu'il faut souligner, c'est que depuis le discours de la Baule de François Mitterrand en 1990, qui appelait à la démocratisation de l'Afrique, et bien aujourd'hui, on en est loin. Le mot d'ordre de la France, c'est d'éviter les violences et puis surtout de garder ses alliés stratégiques dans la lutte antiterroriste, notamment dans le Sahel, dont le Burkina Faso fait partie. Un dernier mot sur l'Union africaine qui a donné une date butoir aux forces armées pour rendre le pouvoir aux civils sous peine de sanctions. Quelles pourraient être les sanctions que l'Union africaine appliquerait ? Alors, quand on parle de l'Union africaine, il s'agit bien sûr de quelques sanctions diplomatiques, de rappels d'ambassadeurs, mais essentiellement de sanctions
économique, parce que ce pays, le Burkina Faso, n'a pas un niveau de vie exceptionnel pour sa population, une situation économique assez compliquée, et se brouiller avec ses voisins africains, ce serait délicat. Reste à savoir jusqu'où l'Union africaine arrivera à mettre ses pressions, parce qu'il faut dire que le Burundi, le Congo, le Rwanda sont aujourd'hui avec des dirigeants qui sont exactement dans la même situation que Blaise Compaoré, à savoir plus de 15 ans, 20 ans, 25 ans de règne politique qu'ils tentent eux aussi de prolonger encore. Merci beaucoup Myriam Danan d'avoir répondu à ces questions. Dans un instant, focus sur Zerouia Chalev, cette Israélienne qui vient de remporter le prix Femina étranger 10 ans après avoir été la victime d'un attentat suicide. On y revient dans un instant, mais tout de suite un journal. Il est 9h42 à Tel Aviv. Merci d'être de retour parmi nous sur le plateau du Morning. On vous en parlait en première partie de la conséquence du projet de construction à Jérusalem sur les relations entre justement Jérusalem et Washington. Mais ce projet crée d'autres tensions, notamment avec la Jordanie. Faut-il s'en inquiéter? Écoutez l'analyse de notre correspondant sur place, Cyril Amar. 20 ans presque jour pour jour après la signature du traité de paix historique entre Israël et la Jordanie, nous sommes rendus ici, à Amman, capitale de la Jordanie, où nous avons rencontré celui qui en fut l'un des principaux artisans, l'ex-premier ministre jordanien, le docteur Abdel Salam El Majali. C'est lui qui, en 1994, avait signé, souvenez-vous-en, les accords de paix avec Yitzhak Rabin. Alors, nous avons tenté d'y voir plus clair sur cette relation et grâce à lui, nous avons tenté de comprendre quelle était la nature aujourd'hui de cette relation, souvent ambivalente mais toujours cruciale et même stratégique entre les deux pays. Alors évidemment, il n'a pas souhaité confirmer ou infirmer la tenue de la rencontre entre le roi Abdallah de Jordanie et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui, selon la presse koweïtienne, se serait tenue avant-hier ici même à Amman. Mais il a néanmoins fustigé les agissements d'Israël sur l'esplanade des mosquées au mont du Temple en affirmant qu'elle constituait une violation du traité de paix. La question palestinienne continue d'entraver une relation qui pourrait être plus harmonieuse entre les deux pays. Le ton monte très rapidement entre les deux capitales. Pas plus tard qu'hier, pas très loin d'ici, devant le Parlement jordanien, le roi Abdallah II de Jordanie a réaffirmé sa détermination à tout faire pour empêcher les mesures unilatérales israéliennes à Jérusalem. Il y a quelques semaines, il a même été jusqu'à comparer les extrémistes israéliens aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique. C'est dire que la rhétorique est virulente. Mais attention, derrière les discours courroucés, il existe une relation stable. Il semble que ni la Jordanie ni Israël ne soient prêts à sacrifier ce pacte stratégique, un pacte sécuritaire. D'abord, il semblerait que les deux pays échangent des informations sensibles sur leur nouvelle menace, la nouvelle menace commune qui unit les deux pays, à savoir l'islamisme radical. Aspect économique également, il faut savoir qu'Israël va devenir très rapidement, pour les 15 prochaines années, le principal fournisseur en gaz de la Jordanie, selon une lettre d'intention qui vient d'être signée entre les deux pays. Et puis enfin, pour Israël, eh bien, la Jordanie constitue un îlot de stabilité et de modération dans un Proche-Orient qui, il faut bien le rappeler, connaît ces dernières années de graves turbulences. On parle à présent du prix Femina étranger qui a été attribué pour la première fois à une Israélienne. Il s'agit de Zerouia Chalev pour son roman Ce qui reste de nos vies. C'est donc la première Israélienne, Dror Even-Sapir, rebonjour, à recevoir ce prix Femina. Il me semble, alors il va falloir que je vérifie que David Grossman a déjà obtenu le prix Femina étranger. Bon, écoutez, on va vérifier nos sources. En tout cas, elle est moins connue que justement David Grossman ou Aleph Bet Yehoshua, mais elle a tout de même gagné ce prix. Parlez-nous un petit peu de cette Zerouia Chalev. Zerouia Chalev, donc elle est née il y a 55 ans dans un kibbutz. Elle est issue un peu de ce milieu de l'ancienne élite israélienne, celle des kibbutz, celle des moshav. Elle est d'ailleurs la cousine de l'écrivain Meir Chalev, qui est peut-être un peu plus connu, lui. Elle est mariée avec un écrivain qui est aussi assez connu en Israël et peu en France, Eyal Meged, lui-même fils d'un autre écrivain. Donc elle est un petit peu née dans ce milieu. Et parmi ses romans, on peut citer Mari et femme, Vie amoureuse, deux romans importants qui ont marqué le monde de la littérature lorsqu'ils sont parus et qui ont reçu un bon accueil en France. Et là, la consécration avec ce prix Femina, donc pour ce roman qui s'intitule Le reste de nos...
Ce qui reste de nos vies. Alors, on va parler de son expérience aussi traumatisante, cet attentat qu'elle a subi il y a 10 ans. Et c'est un événement qui va marquer toute sa carrière littéraire. Hein. Oui, depuis et sa vie, tout simplement, sa vie privée, elle a été blessée dans un attentat de suicide à Jérusalem. Elle habite à Jérusalem, elle vit à Jérusalem. Un bus a explosé alors qu'elle arpentait la rue tout près du passage du bus. Elle a été blessée assez sérieusement. Elle a été convalescente pendant plusieurs mois. Et donc forcément, lorsqu'on vit ce genre d'expérience, eh bien, on en est marqué à vie. Et ce qui est paradoxal peut-être un petit peu, Éléonore, chez Tzruya Shalev, c'est que contrairement à Amos Oz ou à David Grossman ou à Aleph Bet Yehoshua, le contexte politique très chargé en Israël, le contexte politique et géopolitique apparaît très peu dans ces livres, où il est surtout question de relations intimes, où il est surtout question de vie privée. D'ailleurs, les titres de ces romans indiquent ce genre d'orientation. Très peu de politique, très peu de géopolitique. Alors, ça ne signifie pas qu'elle est éloignée de ce genre de considération. Elle est assez politisée d'ailleurs. Elle est très critique envers la politique actuelle du gouvernement israélien, comme c'est le cas de la plupart des écrivains d'ailleurs en Israël. C'est un milieu qui est plutôt orienté à gauche. Mais juste une petite anecdote qui m'a fait sourire. Lorsque je me suis renseigné et ce que j'ai préparé ma petite intervention sur Tzruya Shalev, je suis tombé sur un blog tenu par un certain Didier Jacob sur le site du Nouvel Observateur. Il a interviewé Tzruya Shalev et le titre de l'interview c'était Tzruya Shalev : je déteste la vie en Israël. Or j'ai lu et relu 2-3 fois cette interview et à aucun moment je n'ai trouvé une telle phrase de la part de Tzruya Shalev. Par conséquent, ça dénote un peu d'une certaine manière qu'ont certains journalistes français à un petit peu faire des écrivains israéliens en général des bonnes consciences et forcément des gens hyper critiques vis-à-vis de la politique israélienne, de la vie en Israël. Au contraire, elle est finalement très patriote. Elle dit qu'elle ne pourrait jamais envisager, malgré ce qu'elle a vécu, de quitter Israël, qu'elle considère que les Juifs ont droit à un peuple, un État, c'est la condition de leur existence. Mais je déteste la vie en Israël. C'est une phrase qu'elle n'a jamais prononcée, mais c'est une phrase qui sert de titre. On l'a interviewée, vous le savez, Dror. Elle a accordé une interview juste après avoir reçu ce prix Femina étranger. C'était dans l'émission de Valérie Abécassis. On en écoute tout de suite un extrait. Merci, je suis contente d'être ici pour i24 News. Que ressentez-vous ? I'm happy. Je suis contente et honorée de recevoir ce prix Femina étranger si prestigieux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis la première auteure israélienne à recevoir ce prix. C'est un grand honneur pour moi. J'espère que d'autres auteurs israéliens, hommes et femmes, recevront plus d'attention grâce à cet événement. Vous savez, mon père est décédé il y a 2 semaines. C'était la plus grande source d'inspiration de ma vie. Il m'a tout appris sur la littérature. Je voudrais l'évoquer dans ce moment si heureux. Je suis heureuse mais à la fois un peu triste car je ne peux pas partager ce moment avec lui. Je pense que la littérature peut permettre d'ériger des ponts. Même si je n'écris pas directement sur la politique, dans mes livres, j'essaye de montrer la complexité de la vie en Israël. Je pense que si désormais j'ai plus de lecteurs en France grâce à ce prix, en lisant mes livres, ils auront une autre opinion d'Israël, de la vie quotidienne et de ses citoyens. Je pense que cela sera plus facile pour eux de s'identifier. On n'est pas obligé de choisir son camp. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur i24 News. Merci, c'était un plaisir.
Allez, on en parlait tout à l'heure, les élections de mi-mandat aux États-Unis qui doivent avoir lieu aujourd'hui. On va en parler sur un ton un peu plus léger avec vous, Myri Maman, bonjour. Bonjour. Alors, tous les coups sont permis, vous allez nous le montrer. Oui, tous les coups sont permis, et surtout en France, on n'a pas l'habitude de ce genre de campagne électorale. Et bien que ce soit des élections qui sont partielles, vous le savez, tous les 2 ans, les Américains réalisent un tiers du Sénat, et bien, ils n'ont rien à envier aux élections présidentielles américaines, et on l'a vu avec, évidemment, des campagnes assez chocs et des spots assez chocs. Vous pouvez voir sur les images qui défilent que tous les ingrédients y sont. Il y a les armes à feu, il y a le drame, les mélodrames, de l'amour aussi. Quelqu'un se noyer, un jeune enfant se noyer. Voilà, et donc vous allez voir, il y a des armes à feu également, puisque vous savez que ce sont des thèmes très importants dans ces élections, parce qu'il y a également des référendums très locaux qui parlent par exemple de l'avortement, du contrôle des armes à feu. Et donc les candidats font évidemment de la surenchère pour tenter de convaincre les électeurs. Alors vous l'avez dit, on ne connaît pas les résultats puisque les élections ont lieu aujourd'hui. Barack Obama risque de se prendre une nouvelle claque, malheureusement, et les républicains en profitent. Ils en profitent pour enfoncer le clou. Je vous laisse découvrir l'une des vidéos des républicains donc contre les démocrates pour ces élections. On va regarder ça tout de suite. En 2008, je suis tombée amoureuse. Il avait l'air si parfait sur son profil internet. Intelligent, beau, charmant, éloquent, toutes les valeurs justes. J'avais confiance en lui. Mais en 2012, notre relation était en difficulté. Mais je suis restée avec lui, car il a promis qu'il allait s'améliorer. Il est doué en promesses. Il me disait que nous serions en sécurité. Avez-vous regardé les informations? Il scrute mes emails, mes SMS, il m'espionne moi, mais il ignore les vraies menaces. Il me disait que nous allions enfin retomber sur nos pieds financièrement. Je n'ai jamais pris ce qu'il disait pour de l'argent comptant. Il pense que la seule chose qui me préoccupe, c'est la contraception gratuite, mais il ne me laisse même pas garder mon propre médecin. Je sais que je suis coincée avec Barack pour encore 2 années. J'ai compris, mais je ne resterai pas coincée avec ses amis. Je cherche quelqu'un qui comprend qu'il ne s'agit pas de lui, il s'agit de nous. Ouais, pas mal, Mais c'est souvent sur l'humour et le sarcasme qui joue. Vous savez, aux États-Unis, la publicité comparative est permise et utilisée tout le temps dans les publicités. C'est également le cas dans les spots. Et je vous propose un deuxième spot qui joue également sur l'humour et le sarcasme. On regarde. Your next word is prior. May I have the definition, please? Pryor, a Washington liberal out of touch with Arkansas, voted for the Obama agenda 90%. May I hear it in a sentence? Mark Pryor was the deciding vote for Obamacare. Pryor. O-B-A-M-A. Close enough. On voit quand même que tous ces clips tournent autour de l'impopularité de Barack Obama. C'est quand même ça la principale arme des républicains, c'est faire tomber les démocrates sur justement la baisse de popularité de Barack Obama qui est, je crois, à 41%, près de 41% aujourd'hui. Alors, puisque l'on parle des États-Unis, un clip de campagne, on ne peut pas ne pas parler des stars américaines puisqu'elles sont très souvent aux États-Unis engagées politiquement. Oui, alors la célèbre, vous savez, la célèbre actrice Eva Longoria qu'on a connue dans Desperate Housewives, eh bien, elle est ni désespérée ni mère au foyer pour l'instant. Elle mène campagne pour les démocrates. Elle a participé à différents meetings à travers les États-Unis, notamment là où il y a beaucoup d'hispaniques, beaucoup de latinos qu'on les appelle, et également elle s'adresse aux femmes et essaie de les convaincre donc de voter démocrate et non républicain. On peut la voir sur de nombreuses images, notamment au Nevada avec Joe Biden ou encore au Texas, puisque vous savez que c'est un cheval de bataille assez important pour les démocrates. Alors elle multiplie aussi évidemment les plateaux télévisés. On la voit aussi bien, elle est à l'aise aussi bien face à un seul journaliste en interview, mais également en débat face à plusieurs, même politiques, qui sont eux férus évidemment des débats politiques. Eh bien, elle ne se laisse pas faire. Et on la voit à l'image également avec Kal Penn, qui est une autre star américaine du petit écran, qui a joué notamment dans Dr House pour ceux qui connaissent. Alors Eva Longoria est une proche de Hillary Clinton, ce qui veut dire, on l'a dit, elle est pro-démocrate et donc forcément quelque part pro Barack Obama. Alors on ne sait pas si sa beauté et son charisme vont aider à faire pencher la balance.
à convaincre quelques personnes. On ne sait même pas si ces spots publicitaires, ces spots politiques pourront convaincre également les électeurs américains. En tout cas, c'est très très divertissant et j'invite tout le monde à aller voir sur Internet. Il y a énormément de... En tout cas, c'est une voix importante pour l'électorat hispanique, puisqu'elle joue là-dessus. Elle joue là-dessus, bien sûr. Sur le côté hispanique, elle dit qu'elle elle a été rendue célèbre, évidemment, grâce à Desperate Housewives notamment. Elle dit que les hispaniques, pour l'instant, sont populaires au cinéma et donc elle joue là-dessus. Elle les appelle à voter démocrate notamment. Elle dit évidemment que pour les hispaniques, les démocrates sont les meilleurs alliés possibles pour leurs droits, mais elle joue également sur les droits de la femme. Elle dit que les femmes devraient toutes voter démocrate. Voilà, elle se met aux côtés d'Hillary Clinton, qui elle aussi, évidemment, mène ce genre de combat. Pour les démocrates, Eva Longoria. Dror, un mot peut-être sur les Israéliens qui regardent de très près cette campagne. On en parlait en première partie. Ils s'intéressent beaucoup à ces élections, demi-mandat. Et d'abord, une précision, vous donne des excuses, effectivement. Le prix Femina, c'est un prix qui récompense en principe les écrivaines. Et David Grossman a obtenu le prix Médicis étranger. Il avait confondu les deux prix. L'erreur est humaine. Maintenant, la manière dont les Israéliens perçoivent les élections. Écoutez, il y a peu de sympathie pour Barack Obama parmi les Israéliens. Il est très impopulaire. C'est évident que Benjamin Netanyahou verra d'un très bon œil sa probable défaite aux élections, la probable défaite des démocrates aux élections de mi-mandat. Par contre, à partir du moment où ces élections seront derrière Barack Obama sera encore pour plus de 2 ans à la Maison-Blanche. Et là, il n'aura pas d'échéance électorale à affronter. Il n'est pas rééligible, puisque aux États-Unis, un président peut exercer 2 mandats et pas un de plus. Et donc là, il aura les mains libres, peut-être pour exercer davantage de pression encore sur Israël. Et on sait à quel point les relations entre l'administration américaine et le gouvernement israélien ne sont pas placées sous les meilleurs auspices ces derniers temps. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Merci, Miri Maman, d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission. En attendant, restez avec nous. La suite de vos programmes, c'est dans un instant et toujours sur i24 News. Excellente journée à tous.